Bonjour les amis, savez-vous combien de watts vous perdez dans la chaîne à cause du dérailleur? Eh bien après avoir regardé cette vidéo, vous saurez comment mesurer cette perte. Ça vous permettra par exemple de comparer l'efficacité d'un lubrifiant, et éventuellement de galets haut de gamme aussi. Alors l'avantage de cette méthode que je vais vous présenter, c'est qu'elle est simple à réaliser avec du matériel peu coûteux et non spécifique. Vous avez remarqué, quand on monte une pédale sur son pédalier, eh bien la manivelle lestée de la pédale se retrouve systématiquement en bas. À cause du poids de la pédale, vous allez me dire. Donc c'est assez trivial comme remarque, mais on va utiliser cela justement pour mesurer les pertes dans la chaîne. Voyez-vous, si je lâche la pédale en haut sans élan au début, elle a une énergie cinétique nulle puisque sa vitesse est nulle, mais elle a une énergie potentielle de pesanteur assez élevée puisqu'elle est en haut. Sous l'effet de son poids, la pédale descend en accélérant. Son énergie potentielle de pesanteur diminue. Elle est en partie convertie en énergie cinétique, puisqu'elle accélère. Mais elle ne remonte pas aussi haut de l'autre côté. Elle s'arrête avant. Et à ce moment, son énergie cinétique est de nouveau nulle. Elle n'a qu'une énergie potentielle de pesanteur, qui est plus petite qu'au départ. Dans ce mouvement, la pédale a donc perdu de l'énergie. Et cette perte d'énergie est due au frottement dans les maillons de la chaîne, dans les galets du dérailleur, mais aussi dans le boîtier de pédalier et dans la roue libre. Pour résumer, si on fait le test avec toujours le même angle de départ, plus le pédalier tourne, moins il y a de pertes. Alors à ce stade, soit vous voulez vraiment connaître la valeur de la puissance, pour pouvoir la comparer éventuellement avec d'autres pertes dans les pneus ou avec votre puissance de pédalage. Bon, dans ce cas, restez avec moi, je vais vous expliquer ça. Ou alors vous n'avez pas tellement envie de faire beaucoup de mesures et des calculs. Et dans ce cas-là, vous allez quand même pouvoir comparer la lubrification de votre chaîne, avoir une idée qualitative des pertes dans votre chaîne. Et je vais vous expliquer comment. Alors regardez, on va le faire ensemble. Pour commencer, il faut se placer sur le petit plateau si vous avez un double plateau. Et donc on va chercher déjà un angle de départ. Il faut que ce soit un angle pour lequel la pédale descende spontanément. D'accord ? Et on va repérer cet angle grâce aux dents du grand plateau. Ce qui est pratique si on a un dérailleur avant, c'est d'utiliser comme repère. Sinon, on peut utiliser la base ou un des autres tubes. Là, je vais prendre comme repère la partie plane là, de la fourchette. Et donc, je repérerai la dent qui sera vis-à-vis de cette fourchette. Et donc là, j'ai repéré que pour cet angle-là, la pédale descend spontanément. Donc je fais une marque, j'ai pris mon marqueur et j'ai fait une marque au niveau de cette dent, ça sera mon point de repère. Ensuite, j'ai plus qu'à lâcher en étant précisément à cet endroit-là et je regarde où est-ce que je m'arrête. Et donc, plus j'ai tourné, meilleure est ma transmission parce que moins la chaîne aura freiné la rotation. Donc il me suffit de compter les dents. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dents. Donc là, ça tombe pile sur la 22e dent. Donc je peux noter ça comme résultat. J'ai parcouru 22 dents. Et si j'améliore ma transmission, si je nettoie et je lubrifie ma chaîne, je vais peut-être tomber sur 23, 24 dents. Et on peut même être précis à la demi-dent près ou au quart de dent. Si je suis un petit peu comme ça, je peux estimer que je suis à 22,5 par exemple. Alors, pour avoir une mesure assez sensible, c'est important de partir avec un point de départ assez haut. Ne partez pas avec la pédale trop basse comme ça. Plus la pédale sera haute, plus vous pourrez potentiellement compter dedans, donc meilleure sera la sensibilité. Et pour la fidélité de la mesure, il peut arriver qu'on n'arrive pas systématiquement au même endroit à cause d'un maillon qui serait plus dur que les autres et donc quand il passe dans les galets, ça freine un peu plus. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs fois la mesure pour vérifier que normalement, si vous avez une mesure, on peut avoir avec cette méthode une mesure relativement fidèle, on peut être à plus ou moins un quart de dent près. Et si ce n'est pas le cas, vous prenez la moyenne ou vous prenez les valeurs qui reviennent le plus souvent.
Alors voyons maintenant comment on va pouvoir convertir ce nombre de dents en un vrai couple résistant, éventuellement par la suite en une puissance perdue. Alors pour ça, il va vous falloir une balance assez précise, genre comme ça, une balance de cuisine pour faire la pâtisserie, et une calculatrice. Alors, on va d'abord convertir les nombres de dents en angle, en radian, par rapport à la verticale. Donc pour cela, je dois repérer où est la verticale. Donc je place ma manivelle avec la pédale en haut bien à la verticale. Et toujours sur le repère que j'ai utilisé, je marque la dent qui correspond. Alors si ça tombe sur une moitié de dent, vous marquez bien précisément la moitié de dent qui correspond à la verticale. Donc ensuite, pour l'angle de départ, eh bien, je vais compter à partir de cette verticale le nombre de dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour ma part. Donc j'ai compté 6 dents à partir de la verticale. Et je vais devoir traduire ça en un angle en radian. Alors sachant que le tour complet du pédalier, ça fait 2 pi radians. Ici j'ai un pédalier de 50 dents. J'ai juste à faire un produit en croix, c'est-à-dire je fais mes 6 dents multiplié par 2 pi divisé par 50. Et ça va me donner l'angle en radian. Alors c'est pour ça qu'il y a besoin aussi de la calculatrice. Ensuite on fait pareil pour l'angle d'arrivée. Donc moi par exemple j'avais compté qu'à partir de la dent de départ, j'avais parcouru 22 dents, donc la dent de départ étant la 6e, ça fait 22 plus 6, j'arrive à 28 dents pour l'angle d'arrivée. Et je fais le même calcul produit en croix, je vais donc faire 28 fois 2 pi divisé par 50. La perte d'énergie, il s'agit, on l'a vu, de la différence entre l'énergie potentielle de départ et l'énergie potentielle de pesanteur d'arrivée. Et il faudra calculer ces énergies potentielles de pesanteur. Alors comment se calcule une énergie potentielle de pesanteur? Eh bien c'est la hauteur, l'altitude, fois le poids, c'est-à-dire fois la masse, fois l'intensité de pesanteur. Alors la masse, on va la mesurer grâce à une balance, pour avoir la masse de la pédale. L'intensité de pesanteur, c'est connu, c'est 9,8. Et pour l'altitude où se trouve la pédale, on pourrait utiliser un mètre pour mesurer par rapport au sol par exemple, mais c'est un peu compliqué. Le plus simple, c'est d'utiliser le fait qu'on a repéré nos angles par rapport à la verticale et qu'on connaît la taille de la manivelle. À ce moment-là, si on prend comme repère l'axe du pédalier, l'altitude par rapport à cet axe, c'est simplement la longueur de la manivelle multipliée par le cosinus de l'angle. Donc une nouvelle fois, on a besoin de la calculatrice pour faire le calcul de ce cosinus. Donc on a l'énergie perdue, c'est un travail résistant, WR égale énergie initiale moins énergie finale. Donc WR égale M fois G fois H initiale moins M fois G fois H finale, avec les hauteurs qui valent longueur de manivelle fois cosinus de l'angle. Donc WR égale M fois G fois L cosinus θ initial moins M fois G fois L cosinus θ finale. Je peux mettre MGL en facteur pour simplifier le calcul. Donc finalement j'ai WR égale MGL facteur de cosinus θ initial moins cosinus θ finale. Moi j'ai pesé ma pédale à 189 grammes et mes manivelles font 170 mm, soit 0,17 m. Alors j'ai sorti ma calculatrice. D'abord je vérifie que je suis bien en mode radian, c'est important pour le calcul des cosinus. Et puis je tape donc la masse 189 grammes multiplié par l'intensité de pesanteur 9,8 multiplié par la longueur de mes manivelles 0,17 multiplié par entre parenthèses cosinus de l'angle de départ 0,75 moins cosinus de l'angle d'arrivée 3,52 égale, et voilà, donc ça me donne 523 millijoules. Ce sont des millijoules puisque j'ai rentré la masse en grammes. Si j'avais rentré la masse en kilogrammes, j'aurais eu des joules. Mais là, donc, j'ai un travail résistant de 523 millijoules. À partir de là, on va pouvoir calculer le couple résistant exercé au niveau du pédalier. Alors, ce calcul de couple, c'est quoi la relation avec l'énergie perdue? C'est que l'énergie, c'est le couple fois l'angle duquel on a tourné, fois l'angle de rotation. Ici, nos 22 dents qu'on a parcouru. Donc de ce fait-là, le couple résistant, ça va être l'énergie, ce travail, cette énergie perdue qu'on vient de calculer,
divisé par l'angle en radians. Donc dans cette relation, c'est important que les angles soient exprimés en radians. Donc je fais 523 divisé par 3,52 moins 0,75. Et donc j'ai un couple résistant de 189 millinewton-m. Des millinewton-m puisque j'avais le travail en millijoules. Alors c'est quoi ce couple résistant qu'on vient de calculer? Eh bien c'est la somme du couple résistant des roulements du boîtier de pédalier plus le couple résistant exercé par la chaîne sur le petit plateau qui vient de la résistance des maillons de la chaîne et des galets du dérailleur. Donc si ce qui nous intéresse c'est uniquement la contribution de la chaîne, eh bien, il va falloir enlever la partie couple résistant du boîtier de pédalier. Donc pour enlever ce couple-là, il faut le connaître. Et donc pour le connaître, on va le mesurer. Et donc pour mesurer ce couple résistant du boîtier de pédalier, on va appliquer la même méthode, mais cette fois-ci en enlevant la chaîne. On fait bien attention à ce que la chaîne ne frotte pas sur les plateaux du pédalier. Donc le pédalier tourne sans frottement dû à d'autre chose que les roulements du boîtier. Et donc on fait toujours la même méthode. Donc on prend un angle de départ, on repère une dent. Hop, là il faut faire attention à bien repérer la dent d'arrivée. Alors la petite astuce pour les mesures qui suivent quand ça bouge beaucoup comme ça, c'est que moi je filme et ensuite je passe la vidéo image par image. Ça permet de repérer précisément à quelle dent on s'arrête et le mouvement va s'inverser. Donc voilà, on refait le même type de calcul et on en arrive à un autre couple résistant, la même méthode que ce qu'on avait fait précédemment. Cette fois-ci, c'est le couple résistant du pédalier. Donc moi, j'ai trouvé pour ce pédalier avec ces mesures un couple résistant de 33 millinewton-m. Donc que je vais soustraire à mon couple résistant précédent pour avoir le couple résistant uniquement dû à la contribution de la chaîne. Voilà. Alors, si je m'arrêtais là, il y en a certains parmi vous qui me feraient la remarque, mais mon bon monsieur, dans ce que vous mesurez, il y a un petit souci, c'est que il y a aussi la roue libre qui est entraînée, et donc les cliquets de la roue libre exercent un couple résistant que vous avez mesuré et qui n'intervient pas quand on pédale. Donc la mesure est un petit peu surestimée. Et vous auriez tout à fait raison. Alors à ce niveau-là, il y a deux possibilités. Soit on estime que ce couple-là est négligeable par rapport à l'ensemble du couple de la chaîne, et on va voir qu'il est en effet beaucoup moins important. Soit on veut une mesure précise et on va voir comment on peut accéder à cette valeur dans laquelle on retirerait le couple exercé par les cliquets. Alors, pour vous montrer que les cliquets exercent un couple plus petit que celui de la chaîne dans les galets, j'ai lesté la valve avec quelques gros boulons. Alors si je la place de ce côté-là où ça va tourner dans le sens où les cliquets vont intervenir, que je me place de ce côté-là, vous voyez que le poids des écrous arrive à faire tourner la roue même quand les cliquets sont là pour freiner. Donc c'est plus fort que les cliquets. Alors que si j'essaie la même chose de l'autre côté, eh bien je vois que même quand je donne de l'élan, au contraire ça freine. Donc dans l'autre côté, la différence c'est que c'est pas les cliquets qui interviennent, mais la chaîne qui passe dans les galets, etc. Et on voit que cette chaîne dans les galets, elle freine beaucoup plus puisque la roue n'arrive pas à descendre spontanément. Au contraire, même si on lui donne de l'élan, elle finit par s'arrêter. Donc ça prouve bien que les cliquets exercent un couple résistant plus petit que la chaîne dans les galets. Alors voyons comment on va pouvoir soustraire ce couple résistant exercé par les cliquets de la roue libre. Vous avez remarqué quand ça tournait, en effet la roue libre exerçait un couple résistant. Les cliquets frottent, ça empêche de tourner. Mais si c'est la roue qui se met à tourner, on entend les cliquets, et à ce moment-là les cliquets, ils auraient dans le sens de pédalage un couple moteur. Ils auraient tendance à entraîner le pédalier dans le même sens. Donc on va utiliser ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire cette fois-ci descendre la pédale non pas dans ce sens de rétro-pédalage, mais dans le sens du pédalage avec la roue qui tournerait en survitesse. C'est-à-dire que on entendrait les cliquets qui tournent. Donc ça donnerait un résultat comme ça. Et dans ce cas-là, les cliquets exercent un couple moteur. Donc l'idée c'est quoi?
c'est qu'on fait une mesure avec l'écliqué en couple résistant et l'autre mesure avec l'écliqué en couple moteur. Et quand on va additionner ces deux mesures, le couple résistant et le couple moteur vont s'annuler. Si bien que le résultat, ça sera un couple qui sera uniquement 2 fois le couple résistant de la chaîne et des galets de dérailleur. Il y aura juste à diviser par 2 pour avoir le couple exercé par la chaîne et les galets. Donc allons-y. L'important c'est de faire tourner vivement la roue pour qu'elle soit en survitesse. On repère notre dent de départ, on lâche et on trouve la dent d'arrivée. Donc toujours pareil, la petite astuce, si je filme, c'est plus facile de repérer image par image. Et donc je fais mes calculs cette fois-ci en tournant. Alors vous voyez, par rapport à ma dent de départ en rétro-pédalage, là je vais avoir une dent de départ de ce côté-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je repars la même 6e dent, je vais la repérer ici. Non, ça marche plus mon truc. Donc je me place en survitesse. 6e dent, je lâche, hop, et j'arrive ici. Et donc là cette fois-ci je compte par rapport à ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 dents. On voit en toute logique, j'ai parcouru un angle plus important que tout à l'heure, puisque cette fois-ci j'ai un couple moteur plutôt qu'un couple résistant. Donc cette méthode elle est un petit peu plus technique, parce que pour que ça fonctionne, il faut être sûr que la roue tourne plus vite que les pignons. Donc il faut la lancer assez vivement. Et quand on fait l'essai, il faut toujours entendre l'écliquer. Si à un moment donné, si la roue tournait pas assez vite, à un moment ça donnerait ça. Vous voyez, à un moment où je n'entends plus l'écliquer, et pendant ce moment-là, c'est la roue qui freine la pédale, donc on tournerait beaucoup moins. La mesure serait faussée. Donc si on résume la mesure précise du couple résistant de la chaîne et des galets, on fait une première mesure en rétropédalage. Donc on a CR1 égale CR du boîtier de pédalier plus CR de la chaîne et des galets plus le couple d'écliqué. Ensuite on fait une mesure en pédalage avec la roue en survitesse. On a CR2 égale couple résistant du boîtier de pédalier plus couple de la chaîne et des galets moins le couple d'écliqué, puisque c'est un couple moteur qui est exercé. Et donc on additionne CR1 plus CR2, ça donne 2 fois le couple du boîtier de pédalier plus celui de la chaîne et des galets. Le couple exercé par l'écliqué est éliminé. On divise ça par 2, ça donne donc le couple du boîtier de pédalier et de la chaîne et des galets. Et on soustrait le couple du boîtier de pédalier qu'on a préalablement mesuré avec la chaîne défaite du plateau. Bon voilà, ça va être le moment de vous montrer mes résultats. Vous allez voir, c'est intéressant. J'ai d'abord fait des mesures sur ma chaîne qui n'a pas été nettoyée depuis environ 500 km. Donc une chaîne relativement sale. Pour différents pignons du 15 dents au 30 dents, on constate que le couple le plus petit est obtenu pour le pignon de 19 dents. Ce n'est pas un hasard. C'est celui qui est parfaitement aligné avec le plateau. Tous les autres font un croisement de chaîne. Et plus on s'éloigne du 19, donc plus on croise la chaîne, plus le couple augmente. De plus, cette augmentation est plus rapide quand on s'éloigne vers les petits pignons que vers les grands. Ce qui correspond parfaitement à la théorie que j'exposais dans la vidéo précédente, à savoir que les pertes sont inversement proportionnelles au rayon du pignon. Je n'ai pas fait de mesure pour les pignons plus à droite parce que ma chaîne est trop longue. C'est quand même très satisfaisant de voir que ces mesures artisanales confirment les prédictions théoriques. À ce stade, on peut dire que la théorie construite dans la vidéo précédente et les mesures de celle-ci se valident l'une l'autre. Depuis ces premières mesures sur une chaîne relativement sale, je l'ai nettoyée puis relubrifiée et j'ai fait de nouvelles mesures. On constate que le couple est systématiquement plus faible que celui de la chaîne sale. Donc la mesure est assez sensible pour remarquer une différence entre la chaîne sale de 500 km et la chaîne nettoyée et relubrifiée. On voit encore que le croisement de chaîne vers les petits pignons est néfaste, mais c'est moins marqué qu'avec la chaîne sale. Enfin, j'ai calculé le gain apporté par ce nettoyage de chaîne. On diminue les pertes de 10 à 20%, alors que la chaîne sale n'était quand même pas si dégueulasse. Alors, vous allez me dire, le couple résistant c'est bien joli tout ça, mais moi ce qui m'intéresse c'est quand même la puissance perdue. Alors c'est quoi le rapport? La puissance c'est le couple fois la vitesse angulaire.
C'est-à-dire que si on pédale sur le petit plateau, la puissance qu'on va perdre dans ce brin mou, dans le dérailleur, ça sera la vitesse angulaire fois le couple résistant qu'on a trouvé. La vitesse angulaire, elle doit dans ce contexte s'exprimer en radians par seconde. Donc si vous avez une vitesse en tours par minute, hein, ce qu'on a le plus couramment, on parle de RPM, eh bien il faut multiplier par 2π pour avoir des radians par minute et diviser par 60 pour avoir des radians par seconde. Donc fois 2π divisé par 60, ça revient à faire fois π divisé par 30. Et comme π c'est un peu plus de 3, et ben en première approximation, ça revient à diviser les RPM par 10. Donc par exemple, si je tourne à 90 RPM, eh bien ça fait un petit peu plus que 9 radians par seconde. Et donc mon couple, si je l'ai gardé en millinewton-mètre, je le multiplie par 9 et à ce moment-là, j'ai ma puissance perdue en milliwatts. Si j'ai mon couple en newton-mètre, j'aurai ma puissance en watts. Si maintenant on pédale sur le grand plateau, qu'est-ce qui va changer? Eh bien en fait, quand on est sur le grand plateau, la force résistante de la chaîne est quasiment la même, mais le couple ne sera pas le même puisque le couple, c'est le rayon fois la force. Donc il faudra faire un produit en croix entre les dents du grand plateau et celles du petit plateau. Voilà, ça donne une idée des possibilités de gain de puissance avec des galets de dérailleur haut de gamme en roulement céramique qui coûtent plus de 100 €. Vous voyez, on est de l'ordre de 2 watts sur la perte. Donc si on arrive à gagner 1 watt dans tout ça, c'est bien le bout du monde. Mais concernant la chaîne, c'est différent. Parce qu'il y a des pertes dans la chaîne du côté du brin mou. Mais dans le brin tendu, les pertes sont entre 3 et 6 fois plus importantes à cause de la tension. Donc lubrifier sa chaîne, c'est peut-être le meilleur des calculs et c'est plus économique. Alors le bilan, en extrapolant ce que ça peut donner avec le brin tendu, sur l'ensemble de la chaîne, on va avoir une perte de puissance quand on pédale fort de l'ordre d'une dizaine de watts. Plus si on croise la chaîne et encore plus si la chaîne est dégueulasse. Donc là, potentiellement, il y a quand même quelques watts à gagner avec une bonne lubrification, un bon entretien de la chaîne. Ça peut valoir le coup, c'est pas si mal. Allez, nous retrouve.